Il nous scanne, nous les humains, tout le temps. C'est le meilleur scan que j'ai jamais rencontré. De manière très fine, en fait. Tout en état intérieur. Ce sont des animaux qui vivent, comme beaucoup, dans l'instant présent. Donc ça te ramène ici et maintenant. Eux, ce qui s'est passé hier, ils s'en fichent. Ce qui se passe demain, ils s'en fichent aussi. Ce qui les intéresse, c'est ici et maintenant, comment tu es à l'intérieur de toi. Et ils viennent chercher ce qu'on appelle ta congruence, ton alignement. Corps, cœur, tête, que je fais beaucoup travailler, moi, dans le manège. Que dit votre tête? Où est-ce que vous voulez aller? Que dit votre langage corporel? Est-ce qu'il est en cohérence? Quel besoin vous avez sur votre ressenti? Un peu d'énergie, moins, de la détermination, de la volonté, enlever la peur. C'est très personnel, en fait. Le cheval, c'est un accélérateur de prise de conscience. Le cheval, lui, il se fout de savoir si tu es en colère, jaloux, joyeux. Ce qu'il veut savoir, c'est qui tu es, en fait, pour de vrai. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour l'interview de Sophie Chatagnon, médiateur équin au parcours très atypique, qui va revenir en détail pour nous sur son histoire, son lien aux chevaux, comment ils nous perçoivent et comment ils peuvent nous aider. Alors c'est un épisode que je souhaitais enregistrer depuis longtemps, tant je suis convaincu du rôle précieux des chevaux. Alors pour cela et pour ton travail, merci beaucoup à toi Sophie. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis ravi de te recevoir et de faire découvrir ton univers à toutes les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui. Avant toute autre chose, on va commencer par la question qui est toujours la plus difficile, celle qui consiste à te présenter et parler un petit peu de ton parcours. Oui, merci beaucoup Xavier. Je te remercie également de me donner la parole sur mon parcours et ce que je fais aujourd'hui, parce que je ne sais pas trop ce que je ferai demain, là où les chemins vont m'emmener. Toujours très difficile effectivement de se présenter. Professionnellement, on va dire qu'aujourd'hui, je suis équicoach et équithérapeute. Ça n'a pas été toujours ma vie professionnelle, puisque pendant 20 ans, j'ai été avocate en droit du travail, associée dans un cabinet. Et comme me dit ma prof de yoga, j'ai eu la plume, tu sais, la pierre, le camion que je n'ai pas vu. Heu Et du coup, j'ai été touchée par la maladie, puis un burn-out, et c'est en 2019 que j'ai décidé de démissionner mes fonctions de co-gérante d'associée, pour aller vers quoi? Je ne savais pas trop. Je voulais, dans un premier temps, mettre un peu d'huile dans les rouages dans les cabinets d'avocats sur, la communication, le management et cetera. Je n'y suis pas allée tout de suite. Et c'est mon mari qui n'y connaît rien aux chevaux qui m'a parlé d'équicoaching. Je me suis renseignée, j'ai rencontré des personnes, je me suis formée au coaching, à l'équicoaching et ensuite à l'équithérapie. Heu, Aujourd'hui, c'est ce que je pratique. Les chevaux m'ont emmenée sur des chemins auxquels je n'aurais pas pensé, puisqu'il y a allez 7-8 ans, on m'a parlé de communication animale et je disais aux filles qui étaient avec moi en formation d'équicoaching: «Non mais les animaux ont des ressentis et des émotions, mais ça ne communique pas les animaux» et force a été de constater, pour employer un terme un peu juridique, que, en fait, dans le manège, j'ai ressenti des choses, j'ai eu des images, j'ai eu des mots et j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. Et j'ai commencé par lire les livres de Laila Del Monte, bien évidemment. Et à la suite de la lecture d'un de ses livres, j'ai fait une communication avec mon chat, qui m'a scotché. Au niveau des ressentis, j'ai ressenti toute sa tristesse, toute l'histoire qu'il avait eue avec une de ses chéries dans le quartier. Enfin, vraiment, il m'a transmis toutes ses émotions et son vécu. Et là, je me suis dit, il y a un truc. Et je me suis formée à la communication animale auprès d'une personne qui avait elle-même été formée auprès de Laila Del Monte. Et tout de suite, j'ai eu des images, des ressentis, pas tout de suite des mots. J'ai poursuivi au niveau 2 et depuis, je pratique la communication animale. Ce qui fait que ma pratique aujourd'hui d'équicoaching et d'équithérapie, et peut-être que je ferai une distinction tout à l'heure sur les définitions, s'enrichissent de cette communication animale, puisque dans le manège, quand j'accompagne des personnes, j'ai des mots, j'ai des ressentis, je sens des énergies que je ne percevais pas autrefois, et tout ça s'affine. Je ne te cache pas que j'ai été assez troublée par ce chemin auquel je ne m'attendais pas, moi venant d'un milieu quand même professionnel très rationnel et je suis très rationnelle. Hem
Et puis cette communication animale m'a amenée aux portes d'un centre, à Sainte-Foy-lès-Lyon qui s'appelle Samadhi, où j'ai rencontré une personne qui préparait des retraites de yoga et on les préparait ensemble pour des femmes touchées par un cancer. Et là, j'ai touché aux soins énergétiques, à la bioénergie, aux blessures émotionnelles et je me suis formée sur ce sujet-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, me définir, c'est compliqué, parce que mais oui, c'est compliqué parce qu'à la fois j'accompagne les personnes avec le cheval en médiation équine. En même temps, j'ai de la communication animale et on me demande des communications animales, et en même temps, je pratique aussi des soins énergétiques sur les personnes et sur les animaux. Et dans les soins énergétiques pour les animaux, j'ai de la communication animale évidemment. Donc tu vois, tout ça se mélange. Il y a plein de choses passionnantes dont on va discuter et plein de questions qui me viennent à propos de ce sujet qui est en plus un sujet que vraiment je souhaitais approfondir, donc ça tombe vraiment bien. Mais avant ça, j'aimerais bien quand même revenir sur ton parcours. Tu nous l'as dit, c'est un parcours assez atypique, hein, puisque quoi de plus rationnel, de plus ancré dans la matérialité que le métier que tu faisais jusqu'à il y a encore quelques années. Est-ce que tu peux nous dire quand tu étais dans ce métier-là, est-ce que tu sentais quand même qu'il y avait, un inconfort ou quelque chose d'autre qui t'appelait? Et comment quelque part, cette maladie, elle s'est mise sur ton chemin? Pendant cette partie de ma vie professionnelle, je suis pas sûre que j'ai vu ou écouté ce qu'on m'envoyait comme signe ou ressenti. J'ai adoré ce métier, vraiment, de par sa richesse, de rencontres avec les personnes. En plus, j'étais dans une matière en droit du travail, donc je rencontrais tout type de personnes et tout type de métiers et ça, j'ai adoré. J'ai travaillé dans un environnement avec des associés, dans un cabinet, à la fois très professionnel et très humain, ce qui est pas le cas dans tous les cabinets d'avocats. Mais pour autant, je sentais un décalage dans ma pratique, comment dire? Entre, ce que j'aimais faire et le fait qu'il fallait que je monte aussi au créneau et à la bataille et au conflit dans les dossiers à plaider, tu vois? Et ce qui est très bizarre, c'est que je suis pas mauvaise du tout dans le conflit. Mais par contre, ça me demandait un effort, d'y être et c'est pas quelque chose que j'aime faire, même si j'y suis à l'aise. Tu vois? C'est un peu contradictoire. La maladie est arrivée, de manière subite. C'était un cancer du sein. J'ai continué à travailler pendant mes traitements de chimiothérapie, de rayons et je pense qu'à cette époque, j'ai eu quelques petits messages. Notamment, je me rappelle d'une infirmière, à Chamonix, j'étais en vacances au ski avec mes enfants, qui m'a dit: «Mais c'est pas anodin d'avoir un cancer aussi jeune», tu vois? J'avais 42 ans et je me suis dit: «Oh, pour qu'est-ce qu'elle me dit ça?» Ma radiothérapeute, quand je faisais mes rayons, un jour me dit: «Mais il faut arrêter de travailler, vos clients vont pas vous apporter des fleurs sur votre pierre tombale». Oh, et cette phrase m'a mis très en colère. Il n'empêche que je l'ai jamais oubliée et elle me poursuit, tu vois, depuis enfin elle me poursuit. Elle me suit en tout cas dans ma vie aujourd'hui. Quand, par exemple, j'ai des choses qui m'envahissent, hein, comme tout le monde, je me dis: «Waouh, en tout cas, on va pas t'apporter des fleurs sur ta pierre tombale». Et cette tu vois, je me rappelle même pas le visage de ce médecin, mais en tout cas, je n'ai pas oublié ces mots, qui ont été très importants. Et la maladie, comme je pense, comme beaucoup de difficultés dans la vie que peuvent subir les gens, a été ce que j'ai appelé le camion, hein, la plume, la pierre, le camion. On m'a envoyé un camion pour me dire: «Ça suffit maintenant». Et en 2018, j'ai senti d'abord, j'ai perdu mon père en 2017, sur ce chemin-là. Et le lendemain du décès de mon père, j'étais en voiture avec, j'ai 5 enfants en famille recomposée, on partait en vacances. Et tout le monde dormait dans la voiture à 6 heures du matin et je regardais par la fenêtre, triste en pensant à mon papa, tu vois? Et là, j'ai senti une main sur mon épaule. Donc je regarde mon mari qui avait les 2 mains sur le volant, je me retourne vers les enfants derrière, tout le monde dormait, j'étais là, mais et vraiment j'ai senti, tu sais, cette main, et j'ai pris ce message: «T'inquiète, tout va bien, en fait». Déjà, toi, c'était un truc où je me suis dit: «Waouh, il y a des trucs bizarres qui se passent». Et ensuite, en 2018, je sentais une petite voix intérieure qui me disait, mais c'est un peu vulgaire ce que je veux dire, mais tire-toi, quoi. Tire-toi, sauve-toi, tu vas mourir. Mais vraiment cette petite voix, alors ça peut paraître à ceux qui vont nous entendre un petit peu extraordinaire, mais je l'ai vraiment entendue. Et ce qui est super, c'est que j'ai un mari
qui n'est pas du tout branché sur ce dont on parle, ni l'équicoaching, ni les soins énergétiques, ni la communication animale, qui m'a vraiment accompagnée et enveloppée dans ce parcours en me disant: «T'es pas bien, va là où tu as envie d'aller». Formidable. Pour quelqu'un qui est pas ouvert, effectivement. Pas du tout. C'est lui qui m'a trouvé l'équicoaching. Quand je lui parle de communication animale, au début, il me dit: «Non, non, non, ne me parle pas de ces trucs-là», et aujourd'hui, il me dit: «Ah ouais, c'est chouette». Il comprend pas tout ce que je fais, mais il m'accompagne là-dedans, et je pense que ça a été aussi un facteur déterminant. Donc cette maladie, elle venait de te dire: «Stop, il faut que tu te tires, il faut que tu fasses autre chose». Il y avait ça comme message? Est-ce qu'il y en avait d'autres? Est-ce que tu vois, est-ce que tu as maintenant, avec le recul, la lecture de: «OK, cette maladie, elle m'a permis de comprendre ça, elle m'a permis de changer ça dans ma vie», en termes de regard sur le monde, de regard sur toi et de la relation aux autres? Je pense qu'elle est venue aussi aller me chercher sur mes peurs, comme s'il fallait que j'aille tu vois, les affronter. Suite à la maladie, j'ai perdu beaucoup de gaieté, de joie de vivre, et aussi, j'avais très peur du côté imprévisible de la vie. On sait bien que la vie est impermanente, mais une fois qu'on a dit ça, comment on le vit? Et j'étais toujours en train de me retourner en me disant: «Waouh, tout va bien, qu'est-ce qui va me tomber dessus?» Et ça, c'est mon cheval qui me l'a fait travailler. Parce que mon cheval, il s'appelle Foudre. C'est pas moi qui ai choisi son nom, tu OK. vois? C'est incroyable, hein? Et c'est un cheval paisible, très calme, heu et qui parfois, d'un coup, alors comme beaucoup de chevaux, hein, peut sursauter, mais a un caractère imprévisible. Et ça, je le gérais pas quand il était comme ça. Parce qu'il est tout le temps, c'est pas un cheval nerveux qui a du sang, qui bouge tout le temps, c'est plutôt un cheval super calme, et parfois il me fait des trucs où je suis là, et il me fait travailler là-dessus. Et ce qui m'a permis de me dire: «Bon sang, mais pourquoi j'ai peur quand il fait ça? Qu'est-ce qui me fait battre le cœur? Qu'est-ce qui fait que je suis en fait, je bouge plus?» Et j'ai rattaché ça aussi au fait que oui, j'ai eu cette peur que je travaille toujours dessus, hein, du côté imprévisible de la vie. Et c'est pas terminé pour moi. C'est jamais terminé. Avant de se pencher sur, du coup, cette thérapie avec les chevaux, toi, ton rapport avec les animaux et ton rapport, aux chevaux en particulier, il était comment? Je dirais somme toute un peu banal, tu vois? C'est-à-dire que j'ai vécu, moi je suis une petite dernière d'une fratrie de 5 enfants, et vraiment une petite dernière. Petite, j'ai toujours vécu avec des chiens, j'ai beaucoup joué avec eux, rien d'exceptionnel. J'ai fait du poney, j'ai fait du cheval en équitation. Les animaux ont toujours fait partie de ma vie, si tu veux. Mais c'est pas, je peux pas dire, oui, je parlais aux animaux, quand j'étais petite, pas du tout, j'ai pas du tout eu ça. Par contre, j'étais en contact avec eux, toujours, et j'ai toujours été attirée, alors aujourd'hui, j'ai 2 chiens, un chat, j'ai un cheval. Bon, il y a plein de personnes qui vivent avec des animaux, hein, et c'est pour ça que cette communication animale, et quand en formation, d'autres personnes essayaient de rentrer en communication, et c'est pas facile au départ, hein. Moi, tout de suite, j'avais des images, je me disais: «Mais pourquoi moi, en fait?» Mmh. Tu vois? Je trouvais que j'avais rien d'exceptionnel dans mon parcours qui faisait que j'en étais là aujourd'hui, quoi. OK. Avant de devenir celle qui va aider les autres à travers, cet accompagnement avec les chevaux, comment toi ça t'a aidé? Qu'est-ce que tu as pu comprendre, sur, ton parcours, voilà, dans cette transition? Moi, le cheval je dis souvent à mes amis, ça a été mon meilleur médicament. Parce qu'en fait, j'avais plus de contact avec le cheval pendant quelques années, et la vie t'envoie toujours, des choses que tu prends ou que tu prends pas, hein. Et mon frère me dit, «J'ai un cheval, si tu veux, je te le donne». Bah, je lui dis: «Formidable, qu'est-ce que j'en fais?» J'appelle le centre équestre à côté de chez moi qui me dit: «Non, non, le cheval de votre frère, je le prends pas, bah, c'est un trotteur». Bon bref, «Mais par contre madame, remettez-vous à cheval si vous avez envie». Ah bah, j'ai dit: «Oui, pourquoi pas», et ça, c'était après, le cancer, et les médecins m'avaient dit: «Il faut vous retrouver une activité, physique pour vous remettre en mouvement», et je suis remontée à cheval. Donc là, j'ai fait de l'équitation pure, classique, j'ai adoré, je montais 2-3 fois par semaine, génial. Et tout ça m'a amenée, bah, ensuite à l'équicoaching, et là, j'ai découvert le cheval à pied, pas dessus, et ça change tout, et j'ai découvert, un autre animal, une autre façon d'être avec lui, de lui avec moi. Oh, et j'ai dit: «Mais alors c'est pas magique, hein, parce que j'expliquerai peut-être tout à l'heure pourquoi, formidable». Aujourd'hui, je monte de moins en moins à cheval. J'aime bien, mais je lui demande un peu l'autorisation de temps en temps. Moi, je vois pas du tout la différence. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? C'est quoi la différence d'être,
debout à côté de son cheval ou d'être sur son cheval? Le lien est différent? Oui, alors, quand on monte à cheval et tout dépend comment on monte à cheval, on peut évidemment créer une connexion, un lien, sentir son énergie, et ça c'est super, hein. Mais à côté, en fait, tu vois ton cheval. Tu vois ses réactions, tu vois tout son langage corporel, tu vois ses yeux, s'ils se plissent, s'ils se ferment, tu vois, sa tête, si elle se ferme, si elle s'ouvre. Tu peux voir un cheval rire d'ailleurs. Et ça change tout dans ta relation avec lui. Comment toi tu perçois ou tu conçois, ce que le cheval perçoit de nous? C'est pas facile, parce qu'il y a plusieurs choses pour moi. Il y a, tu sais, l'éthologie, hein, on connaît tous, le film «L'homme qui murmurait à l'oreille du cheval». En fait, on murmure pas à l'oreille du cheval, hein. Ce sont des personnes aux États-Unis qu'on appelle les chuchoteurs qui ont étudié, le langage corporel des animaux et comment ils interagissent entre eux dans la nature, dans leur état naturel, on va dire. Donc il y a plein de signaux corporels et en même temps, ils ont un champ énergétique qui part de leur cœur qui est assez énorme par rapport à nous. Je crois que c'est 5 fois plus que l'humain. Donc ils nous enveloppent dans cette bulle énergétique de sérénité et d'apaisement. Et en même temps, ce sont des animaux, hein, qui, ont un instinct, de proie par rapport à nous qui sommes des prédateurs. Ce qui fait que tout leur corps et tous leurs sens sont faits pour se protéger des prédateurs, avec cet instinct de fuite en avant. Et du coup, ils nous scannent, nous les humains, tout le temps. C'est le meilleur scan que j'ai jamais rencontré, de manière très fine en fait, tout en état intérieur. Ce sont des animaux qui vivent, comme beaucoup, hein, dans l'instant présent, donc ça te ramène ici et maintenant. Eux, ce qui s'est passé hier, ils s'en fichent, ce qui se passe demain, ils s'en fichent aussi. Ce qui les intéresse, c'est ici et maintenant, comment tu es à l'intérieur de toi. Et ils viennent chercher ce qu'on appelle ta congruence, ton alignement. Corps, cœur, tête, que je fais beaucoup travailler moi dans le manège. Que dit votre tête? Où est-ce que vous voulez aller? Que dit votre langage corporel? Est-ce qu'il est en cohérence? Et qu'est-ce que vous faites monter comme ressenti? Ou quel besoin vous avez sur votre ressenti? Un peu d'énergie, moins, de la détermination, de la volonté, enlever la peur. C'est très personnel en fait. Et ça, c'est super intéressant. Donc autrement dit, il va pas capter uniquement les émotions qui te traversent sur le moment, ça va être, parmi le champ informationnel de ce qu'il peut capter, mais il va capter quelque part, il va lire en toi l'aspect, alignement? Complètement. Vraiment, et il va chercher de manière très fine. Moi, je dis toujours le cheval va poser le sabot là où ça fait pas mal. Mais, on a tous des émotions et des ressentis dont on se protège, hein, c'est normal pour avancer dans la vie, et qui sont parfois très enfouis et dont on n'a même pas conscience. Le cheval, c'est un accélérateur de prise de conscience. Il va te montrer tout de suite, le petit truc là que tu as enfoui et que tu vois pas ou que tu as pas envie de voir, il va aller le chercher, quoi. Et comment toi tu arrives à le décrypter ça? Parce que bon, OK, il le lit, mais quelque part, cette information, elle doit te revenir. Comment toi tu décryptes cette information qui te revient? Oui, alors c'est pour ça que je parle de médiation équine, parce que moi je suis le médiateur entre la personne et le cheval. J'ai été formée à ça, hein, déjà, à son langage corporel, à son bien-être aussi, hein, parce que ça m'est arrivé de sortir un cheval du manège, parce que les énergies qui étaient là, correspondaient pas. Moi, comment je le lis? Par son langage corporel et puis alors en communication animale maintenant, voilà, il m'envoie aussi il m'envoie parfois des mots. Un exemple, le lundi, j'accompagne grâce à une association, qui s'appelle les Lionnes de Tatooine, qui accompagne les femmes, en cours ou post-traitement de cancer à une remise, en mouvement psychologique et physique. Et le lundi, on a des séances, donc elles ont offert par cette association 5 séances d'équicoaching avec moi. Cette activité s'appelle Cheval Rose, et tous les matins, on fait un petit point météo avec les femmes, elles me disent comment elles vont, on va dans le manège, on a un temps de respiration pour se remettre dans l'instant présent, pour aller à la rencontre du cheval. Et souvent, oui, j'en ai qui me disent: «Oh, tout va bien ce matin, Sophie». Et elles s'approchent du cheval qui est généralement en liberté, le cheval il fait mais juste 2 pas, tu vois? Je le vois, mais c'est imperceptible. Et je lui dis: «Tu es sûre que tout va bien ce matin?» «Mais oui, oui, je t'assure, j'ai passé un super week-end». Je dis: «Rapproche-toi du cheval, respire». Respire, et le cheval, il refait ça, tu vois? Il fait 2 pas en arrière. Et là, alors du coup, je coach, c'est là où est mon rôle. Je vais chercher l'information auprès de la personne. Et généralement, je dis: «Ouais, ouais, non, ça va pas du tout», et j'ai des pleurs qui montent, des émotions, et là, le cheval, il se ravance, tu vois? Parce que
pour lui, la personne, elle n'était pas congruente. Je te dis que tout va bien, mais ton corps et l'émotion que je ressens à l'intérieur de toi n'est pas en raccord. Et moi, ça me met mal à l'aise, moi, cheval. Mais est-ce que la personne était consciente de ne pas être congruente? Non, pas du tout. On est rarement conscient de ne pas être congruent. Et c'est ce que je dis aux personnes, ne culpabilisez pas. C'est tout normal et humain d'avoir des émotions qui sont cachées, qui sont enfouies. On se protège aussi pour avancer dans la vie et c'est bien normal. Par contre, on vient les chercher pour dire OK. Mais ça peut être sur ces émotions-là, mais comme sur aussi d'autres choses. L'autre jour, j'ai eu une femme à cheval rose qui m'a dit: «Oh, en fait, après la maladie, j'ai cru que j'avais plus de force et plus de courage, mais j'ai retrouvé mon courage. Je l'avais au fond de moi». Donc il y a, comment dire? L'observation de ce que vont être les mouvements du cheval, évidemment, et quelle est la part de la communication animale? C'est-à-dire que ce cheval, il va transmettre des informations? Parfois. Alors, pour l'instant, ça s'ouvre. J'en suis au début, je pense, dans mon chemin. Parce que c'est allé très vite quand même, hein, et c'est ce qui, fait que j'ai du mal à lâcher prise aussi là-dessus. Vraiment, parce que, parfois je me dis: «Non, non», c'est mon côté rationnel qui revient, j'ai des doutes, comment ça me revient? Bah, l'autre jour, dernièrement, j'avais une femme, on travaillait, enfin on travaillait, j'aime pas bien ce mot, mais on était dans le manège avec mon cheval et je lui dis: «Bah, là, c'est quoi ton ressenti?» Elle me dit: «Ah, de la colère, j'ai de la colère au fond de moi». Et là, j'entends dans ma tête, je regarde mon cheval, le mot «peur» et je lui dis: «Si je te dis un mot», parce que je leur dis pas toujours que ça me vient, tu vois, de de mon cheval, quoiqu'elles le prennent plutôt bien quand je leur dis. J'ai dit: «Si je te dis un mot, le mot peur». Elle me dit: «Ah oui, c'est ça, c'est de la peur». Et là, je regarde mon cheval, je lui fais: «Merci». Et après, il a d'autres façons de me montrer. Quand j'ai des personnes, tu sais, sur les drivers, on a tous des drivers, hein, sois parfait, sois courageux, fais plaisir, que je fais un coaching dans le manège. J'ai souvent des personnes qui, font un parcours, en longe avec le cheval et veulent faire tout bien le parcours, tu vois? Pas louper un plot, pas louper une barre. Et là, mon cheval, généralement, il s'arrête, il prend les plots dans sa bouche et il les envoie en l'air et il tourne comme un cheval de cirque, tu vois? Et alors la première fois, ça m'a un peu surpris, hein, je te cache pas, maintenant je suis habituée et il me fait toujours ça avec des personnes qui sont très sérieuses, qui veulent bien tout faire, tu vois? Et je dis souvent: «Mais, il te dit quoi ce cheval?» Bah, il me dit: «Faut que je rigole». Ben, j'ai dit: «Je crois, ouais, tu peux te détendre. Tu as le droit de, tu vois, de lâcher prise et de te détendre et de faire ça avec un peu de plaisir». Tu disais tout à l'heure que du coup, il y a ces profils de femmes qui, ont comme toi d'ailleurs, vécu ces maladies et qui viennent un petit peu, reconnecter à elles-mêmes à travers, cet accompagnement. Si je me trompe pas, il y a aussi beaucoup d'accompagnement avec des enfants? Oui. Alors oui, j'ai accompagné, des enfants, en médiation équine à visée thérapeutique. Je ne parle pas d'équithérapie parce que c'est un terme, qui est bien défini par la Fédération française d'équitation et moi je suis pas équithérapeute ou je ne règle pas, physiquement, je fais pas du psychocorporel en fait. Donc là voilà, là j'ai accompagné des petits enfants de 3, 4, 5 ans, fortement ayant des forts troubles, mentaux et physiques avec des éducateurs spécialisés, avec des poneys dans le manège. Donc là, il s'agit d'aller, créer de l'interaction entre l'animal, et eux, de prendre conscience un petit peu aussi de l'animal, de l'être vivant, parce que c'est pas toujours évident pour eux. J'en ai un pendant 6 mois, il n'a pas approché le poney et pourtant le poney venait le chercher, à chaque fois dans le manège, jusqu'au moment où, j'ai eu un insecte qui s'est posé sur le poney. Incroyable, une menthe religieuse qui s'est posée sur le dos du poney. Enfin, tu ne vois jamais de menthe religieuse dans un manège, hein. Et ce petit garçon qui avait 4 ans s'est approché du cou du poney pour la première fois et est resté fixé sur cette menthe religieuse, et du coup a accepté, de toucher le poney, de monter sur le poney, de brosser le poney. Merci la menthe religieuse. Eh ouais, c'est incroyable. Du coup, concrètement, qu'est-ce que ça permet pour ces enfants et quels profils d'enfants peuvent être accompagnés avec succès, dans cette, logique thérapeutique?
Alors, je dirais tous les troubles que l'on peut trouver, soit, physiologiques, soit psychologiques, hein. J'accompagne des enfants qui ont des troubles autistiques aussi. Là, à l'heure actuelle, j'ai 2 jeunes filles, de 18 ans et oui, de 18 ans qui ont des troubles autistiques. Ça leur ramène de l'apaisement, de la sérénité. Elles ont généralement, ces personnes, une grande sensibilité avec le cheval et le cheval ou le poney ne se comporte pas de la même façon qu'avec des personnes qui n'auraient pas de troubles autistiques ou des troubles de situation de handicap. Ça peut être du handicap physique, du handicap mental. J'ai une jeune fille, de 35 ans qui marche avec une canne suite à un cancer, et l'autre jour, je lui demande de faire un parcours avec le cheval, elle me dit: «J'espère qu'il va pas aller trop vite, hein, parce que là, j'ai posé ma canne» et là, je vois mon cheval partir comme une flèche et je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Donc quoi, faut toujours leur faire confiance. Elle finit le parcours, elle revient en larmes en me disant: «Ça fait 6 mois que mon médecin et mon kiné me disent de poser ma canne et c'est ton cheval qui m'a montré que c'était OK». Et elle a posé sa canne et c'était terminé, tu vois? Et parce qu'on fait toujours des débriefings à la suite, on en parlait ensemble et elle me disait: «Mais c'est magique». Je lui dis: «C'est pas magique. Il a compris ton besoin, il est allé te chercher là-dessus, en fait». Oui, en fait, lui, il sait. Il sait ce dont elle a besoin, en fait. C'est simplement, il va l'accompagner là où elle doit aller. Exactement. Et il l'a poussée, tu vois, un petit peu dans ses retranchements et c'était génial, quoi. Et alors quand tu dis qu'il se comporte différemment avec des profils notamment, autistes, comment ça se matérialise? Comment ça se manifeste? Je le vois très délicat. Je les ai enfin, pas que le mien, hein, parce que je travaille avec beaucoup de chevaux, mais ils ont une délicatesse avec les personnes, âgées, avec les personnes en situation de handicap. Ils ont une façon d'être, qui est pas la même, en fait, tu vois? Que si tu lui mets une selle ou que même moi je travaille à pied souvent, c'est pas la même énergie. C'est comme si, ils se mettaient au diapason, tu vois? Pour, avec beaucoup de douceur et de tendresse, moi je trouve. J'ai eu un monsieur qui était fortement schizophrène, qui m'avait appelé, qui m'avait dit: «Ouh là là, je vais faire des séances, mais j'ai peur que le cheval voie ma part d'ombre qui est en moi». Donc je me suis dit: «Waouh». Heu, j'ai dit: «Écoutez, on va essayer». J'ai mis mon cheval en liberté dans le manège. Le monsieur était debout, assez fort, assez grand, et mon cheval, s'est roulé et ensuite s'est levé et je l'ai jamais oublié cette image. Il s'est dirigé droit vers le monsieur dans le manège. Il s'est planté face à lui, mais à 50 centimètres, mais les yeux dans les yeux et il a regardé et il bougeait plus. Le monsieur, il s'est mis à pleurer, tu vois? Moi aussi, hein, évidemment, parce que je sentais mais enfin un truc énorme qui se passait dans ce manège et je et le monsieur est allé s'asseoir, le cheval l'a suivi, s'est mis positionné au-dessus de lui, hein, tu vois? Et il bougeait plus et en une séance, en fait, en 5 minutes, mon cheval, enfin Foudre, hein, c'est pas mon cheval, mais c'est Foudre, a réparé ce monsieur. Tu vois? Sur son estime de lui. Et je lui ai dit: «Mais il vous dit quoi, là?» Il me dit: «Bah, il me dit qu'il m'aime». Mais j'ai dit: «Oui» et ça, c'était juste, fantastique. C'est incroyable, c'est incroyable. Pour revenir aux enfants, j'ai aussi en tête, peut-être que c'est une fausse croyance, que, les chevaux sont assez adaptés dans leur accompagnement pour les profils d'enfants qui ont des problèmes tu sais, des troubles d'attention, des troubles d'hyperactivité notamment? Oui, complètement. Oui, parce que comme, les enfants sont dans cette bulle énergétique apaisante du poney, heu, forcément, ils doivent, les enfants doivent un petit peu prendre conscience qu'il y a un animal vivant imposant à côté d'eux, que ce soit un cheval ou un poney. Alors, pour un adulte, un cheval, c'est imposant. Pour un enfant, un poney, c'est imposant. Donc déjà, tu as cette présence, voilà, qui est posée dans le manège, qui est aussi cadrante. C'est-à-dire qu'un cheval, ça cadre et ça pose les limites sans qu'on ait besoin de le dire. Parce que tu fais attention où tu mets tes pieds quand même avec tes sabots, hein. Et du coup, avec les enfants, oui, ça amène de l'apaisement, ça amène de la sérénité. Ils vont on va être aussi sur les sens, le toucher, l'odorat, on va faire des tresses avec la crinière, on va brosser le cheval, on va prendre soin du poney comme on aimerait qu'on prenne soin de nous. On va aller chercher aussi de la réassurance et puis quand un enfant est sur un poney, en fait, tu as le mouvement de balancier, du cheval ou du poney, qui rappelle aussi le mouvement tu vois, du bébé, de quand il est dans le ventre de sa maman in utero, en fait.
Et on sait par des études scientifiques, là, c'est que l'ocytocine, la dopamine, tout ça, c'est très bon. Et avec ton expérience, du coup, des enfants qui peuvent être comme ça, dans ces troubles d'attention ou de l'hyperactivité, avec un accompagnement dans la durée, qu'est-ce que ça permet? Alors, l'apaisement, ça c'est sûr, de la sérénité. J'ai eu des parents qui m'ont dit après des séances, pour moi, il n'y a pas de dimanche sans équithérapie, hein, parce que c'est pas le même à la maison après. Ça peut aider aussi au langage. Ça peut aider à se repérer dans l'espace. Hem, heu et il y a une histoire aussi d'échange de l'affection, tu vois? L'animal, il est non jugeant. Il est non jugeant et il accueille la personne comme elle est. Et quand tu as des troubles, soit de situation de handicap physique ou psychologique, c'est extrêmement positif, mais même pour des personnes qui n'en ont pas. Le cheval, lui, il se fout de savoir, si tu es en colère, jaloux, joyeux, ce qu'il veut savoir, c'est qui tu es, en fait, pour de vrai. Il n'y a pas de code social ou d'attente sociale, tu vois, par exemple, un enfant qui est à l'école et qui se comporte pas comme, la majorité des enfants et Exactement. Et d'ailleurs, il peut arriver à en parler. Tu vois, peut-être qu'il n'en parle pas dans un suivi psy ou à ses parents, mais au poney, il va en parler. Il va pouvoir être comme il est, en fait. Heu et ça, c'est constructif, en fait, pour lui, moi, je trouve. OK. Petit point lexical, tu nous as parlé tout à l'heure de équi-coaching, de médiation équine, d'équithérapie. Pour les gens comme moi qui ont une vague idée, mais qui ont du mal à faire la différence, tu peux nous donner des éléments de compréhension? Oui, bien sûr. Alors c'est pas facile parce que, aujourd'hui, mis à part, la FFE, la Fédération française d'équitation qui définit ces termes, tout le monde donne sa définition, en fait. Beaucoup de personnes se disent équithérapeutes et moi, souvent, on me dit: «Tu es équithérapeute», alors parfois je laisse passer ou pas. Je suis pas équithérapeute. Équithérapie, c'est vraiment au sens strict, hein, des thérapies d'approche psychocorporelle. Moi, je me dis plutôt médiateur équin à visée thérapeutique parce que médiateur équin, je peux englober l'équi-coaching. L'équi-coaching, c'est encore, un accompagnement, à part. C'est du coaching avec un partenaire un peu imposant qui est le cheval. J'ai été formée au coaching avec les outils du coaching, tels qu'on peut les connaître. Donc quand une personne vient me voir pour des séances d'équi-coaching et j'accompagne aujourd'hui des avocates, donc ça j'aime bien, du coup qui viennent par exemple avec un obje on va travailler enfin elles vont travailler leur objectif et je vais les accompagner à trouver l'objectif de leur séance. Pour l'une par exemple, c'est retrouver de la sérénité, du plaisir dans sa vie professionnelle. OK, au 1er janvier 2026. Là, j'ai un objectif qu'on appelle SMART en coaching et moi, sur cet objectif, je vais construire des ateliers et un programme d'accompagnement. Oui, comme le ferait un coach, classiquement, sauf qu'il y a l'accompagnement en plus avec le cheval. Voilà, qui peut être de 1 à 8 séances ou 10 en fonction. Heu et au milieu de ces séances d'équicoaching, je peux mettre des séances de coaching s'il y en a besoin. Par exemple, pour déconstruire une croyance, tu vois? Quand je vois qu'il y a quelque chose qui bloque dans le manège et ça m'est arrivé une fois sur de la communication non violente, on travaillait sur un atelier, avec le cheval et ça bloquait, le cheval bloquait. Et j'ai dit: «Oh stop, on va aller déconstruire la croyance» et on est revenu la séance d'après dans le manège. Et donc la médiation équine, Pour moi, ça englobe un petit peu médiation équine, c'est le cheval qui est médiateur dans la relation, voilà, et ça peut englober pour moi, hein, peut-être que d'autres te diront d'autres choses, à la fois l'équi-coaching, l'équithérapie, il y a aussi l'hypothérapie qui est encore, autre chose, c'est vraiment de la rééducation motrice ou sensorielle avec le cheval. Moi, je connais des personnes qui règlent leurs chevaux, dans leur dressage, pour que des enfants qui ont des situations de handicap lourds puissent, voilà, à cheval, régler leur colonne vertébrale, mais sans lien avec des médecins, des psychomotriciens. C'est pas ce que je fais moi, hein. Ça, c'est très technique. est-ce que tous les chevaux sont à même d'accompagner, dans ce genre de pratique? Oui. Tous les chevaux ont cette, nature de proie, et peuvent, accompagner. Mais après, tout dépend de l'histoire du cheval et de son contact avec l'humain. Heu, pour ma part, je me fais accompagner que par des chevaux que je connais ou que j'ai testés. Ça m'est arrivé de faire de l'équi-coaching d'entreprise, tu vois, en Alsace, en octobre, pour le compte d'un client. Je suis allée la veille, j'ai sélectionné un centre équestre et des chevaux déjà, moi, qui vivent au pré, voilà, qui sont bien dans leur tête. Je suis allée la veille dans le centre équestre et j'ai tout un protocole où je mets les chevaux en liberté dans le manège et je les teste.
Je vois si je tape dans les mains, si je mets 10 personnes autour, est-ce que ça bouge pas, comment c'est? Je veux pas non plus des chevaux, qui sont complètement éteints ou qui ont été mis dans leur bulle parce qu'ils se protègent aussi, hein, eux. Et parfois on a des chevaux, ils sont, complètement endormis, parce qu'ils se protègent et ça j'en veux enfin voilà, c'est pas ce qui me correspond pour l'équi-coaching, mais je veux pas non plus des chevaux qui, au moindre, enfin au moindre cri d'une personne ou rire, va partir, au galop, en Bien sûr. s'enfuyant, tu vois? Bien sûr, bien sûr. Oui, donc il y a quand même, une nécessité de s'assurer que le profil et surtout l'histoire de ces chevaux est compatible avec ce que tu vas leur demander par la suite, quoi. Exactement, tout à fait. Moi, je suis garante de la sécurité dans le manège, hein. Donc j'ai été formée, à déceler les signes d'inconfort d'un cheval. Et avec d'expérience aujourd'hui, je suis toujours en train de regarder comment est le cheval et comment il va. Parce qu'il peut être en inconfort nerveux, voilà, avec un caractère dangerosité, mais et je l'ai jamais vu, hein, mais aussi il peut être mal à l'aise vis-à-vis de ce qui se passe et je l'ai eu dernièrement avec un client dans le manège, qui vivait une situation difficile et qui avait, je pense, une colère rentrée au fond de lui qu'il n'acceptait pas ou qu'il ne voyait pas voir. Moi, mon cheval, il est devenu, très nerveux toute la séance, en fait, à tel point que j'ai été obligée de sortir le monsieur du manège parce que, mais ça m'a donné un signe sur, en fait, ce qui se passait à l'intérieur de ce monsieur et mon cheval, lui, peut-être qu'un autre cheval aurait réagi autrement, mais celui-ci a réagi en disant: «Ah, ça me va pas, en fait», ça le brassait. C'est très intéressant. Tu disais du coup que, bah, évidemment, il y a des chevaux qui ont vécu, des histoires, plus ou moins traumatiques. Est-ce que on peut arriver à travailler justement, sur, ces chevaux, pour, bah, leur permettre de guérir de ce type de trauma? C'est difficile. Je pense comme tout animal, tu peux évidemment les accompagner. Ça peut être avec des comportementalistes, en communication animale, avec des éthologues, des chuchoteurs. Oui, ça se travaille un cheval, bien sûr. Heu, Après tout dépend vraiment de ce qu'il a vécu. Mais il faut beaucoup, beaucoup de patience et de temps. Le cheval te ramène à cette notion de temps, de patience, et parfois tu vas l'accompagner, ça va marcher, puis tu vas faire 10 pas en arrière et tu vas recommencer. C'est un travail, de tous les jours et au long cours. Mais oui, je pense qu'on peut, mais il faut vraiment, y investir, son cœur et son temps. Ouais, ça suppose beaucoup de lâcher prise et puis quelque part, de sortir d'une projection ou d'attente de résultats, de ce qui doit pas être simple, quoi. Non, exactement et puis si tu attends des résultats, va bien te faire comprendre pour certains que ils nous demandent souvent d'être dans l'être plus que dans le faire, les chevaux, hein. Ce qui est quelque part une très belle leçon finalement, une leçon de vie, leçon spirituelle. Complètement. Moi, c'est ce que m'envoie mon cheval, hein. Je lui ai fait faire une communication animale par quelqu'un d'autre que moi et il a dit pas mal de choses, mais il a dit 2 choses. «J'aime pas quand on me contraint, elle saura ce que ça veut dire». Voilà, il me l'a renvoyé et je il faut qu'elle avance pour être plus dans l'être que dans le faire. Parce que c'est vrai que quand je construis mes séances, parfois, je suis là, alors avec mes protocoles, donc d'abord on va respirer, ensuite on va faire ça et grâce à lui, en fait. Parfois, j'arrive en séance et je me dis: «Bon, on va voir ce qui se passe, en fait» et ça change tout et merci à Foudre de m'envoyer sur ces chemins. Merci à lui. Quand je t'écoute, je me pose la question, est-ce que la profondeur de ce que tu peux capter des messages qui te sont envoyés par les animaux est différente selon, le fait que tu t'adresses à un cheval ou un chien, un chat, ou tout autre animal? Ah, alors c'est vrai que j'ai un lien particulier avec les chevaux, hein, ma croyance, mais c'est ma croyance, voilà, qui est la mienne, c'est que ce sont vraiment des messagers, qui font un lien entre la terre et le ciel, hein, ces chevaux. Voilà, et qu'ils ont une sagesse ancestrale et puis quand on y pense à ces animaux qui sont quand même entre 500 et 700 kilos, qui acceptent, qu'on ait fait ils ont fait quand même tous nos travaux agricoles, ils ont fait les guerres, on les a domestiqués, on leur met des selles, on les fait sauter des obstacles, super hauts. Enfin, il est tellement fort et puissant qu'il accepterait pas ça le cheval, je veux dire, d'un coup de cul, il nous balance dehors, en fait. Et donc ils sont quand même dans une interaction avec l'humain et ma croyance, encore une fois, qui est la mienne, c'est qu'ils sont là pour, pour nous aider à avancer dans notre vie, mais pas que notre vie terrestre, tu vois? Les chiens et les chats,
Alors les chats, ils rentrent facilement en communication. J'ai beaucoup d'histoires de territoire, c'est drôle. C'est assez indépendant, mais ils sont là aussi pour absorber des choses, les chats, chez nous. De ce que j'ai vu en communication animale, sur les personnes qui, soit travaillaient trop, soit dormaient pas assez, hein. J'ai eu un chat qui m'a dit ça: «Elle travaille trop, elle dort pas assez». Ils viennent se mettre pour absorber tout ça, en fait. Et les chiens, de ce que j'ai vu, mais c'est voilà, c'est ma petite expérience, hein, souvent ils ont aussi des missions parfois, hein, pas tous, des missions, auprès de nous. L'autre jour, je faisais de la communication d'un chien, il m'a communiqué je lui ai dit: «C'est quoi ta mission?» Je sais pas pourquoi j'ai posé cette question d'ailleurs. Il me dit: «Lui amener un peu de légèreté». Tu vois? Et parfois, ça peut être des missions plus larges, Mais ça fait écho avec, ce qu'on peut aller percevoir dans nos séances d'hypnose transpersonnelle où, bah, quand il y a un lien particulier avec un animal ou un animal qui a joué un rôle ou que la personne ressent ce rôle, eh bien, on va questionner, l'âme, du de cet animal qui va nous raconter, en détail, pourquoi elle s'est incarnée, quel était l'accord d'incarnation, qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce que ça devait permettre, quand cette mission s'arrête et cetera et c'est extrêmement précis. On se rend compte d'ailleurs que, c'est un processus qui est extrêmement intelligent, qui est il y a rien qui est laissé au hasard, en fait. c'est ça. Et quand, un animal part, c'est que souvent sa mission est finie auprès de l'humain. Et lui, là j'ai accompagné, le chien d'une amie qui avait une tumeur au cerveau. Son problème, c'était pas de mourir, à ce chien, parce que pour eux, la mort n'a pas du tout la même signification que pour nous. C'était la tristesse, de ces humains. Et ce qu'il m'a communiqué, c'est: «Dis-leur de ne pas être triste, en fait». Et c'est beau. Et là, il nous envoie une sacrée leçon aussi, de vie, pour le coup. Encore une. En parlant de leçons, Sophie, donc tu as un parcours atypique, on l'a tous compris à travers ce que tu nous as raconté. Hem, Avec le recul qu'elle tient aujourd'hui, quel est pour toi l'enseignement principal de ton éveil spirituel et de toutes ces étapes-là par lesquelles tu passes, où tu es passé? Moi, je dis merci à la maladie. Je fais très attention à qui je dis ça, parce que des personnes qui sont en cours de traitement d'une maladie quelle qu'elle soit, sont pas forcément prêtes à entendre ça. Moi, je pense que la maladie a été un cadeau dans ma vie, puisque ça m'a permis d'aller sur les chemins sur lesquels je suis aujourd'hui. Et je me suis rendu compte en formation en soins énergétiques que j'étais dans une recherche, d'équilibre et d'harmonie dans ma vie aujourd'hui, tout le temps. Tout ce qui est noir et blanc me casse les pieds, tout ce qui est extrême, me casse les pieds, et je suis toujours en recherche de cet équilibre. Alors, je l'ai d'abord recherché dans ma santé. Ça a été mon premier trajet, on va dire. Est-ce que je suis pas trop fatiguée? Est-ce que je suis assez fatiguée? Où est-ce que je mets le dosage? Et maintenant, je le recherche ailleurs, cet équilibre. Dans l'harmonie familiale en premier, voilà. Dans l'harmonie avec mes amis, avec la nature, avec les animaux, et j'ai cette quête, qui à mon avis, voilà, ne se finira jamais, hein. Puis avec toujours des déséquilibres, hein, bien sûr, hein. Mais c'est comme l'équilibre des chakras, tu vois, en soins énergétiques, je le retrouve partout, cet équilibre. Ce mot équilibre et harmonie, et alors je dis pas que je suis quelqu'un qui a tout en harmonie, en équilibre dans sa vie, pas du tout, hein. Mais en tout cas, je l'ai à l'esprit tout le temps. Oui, c'est comme si tu avais conscientisé, qu'il y avait cette quête et que c'est l'importance de cette harmonie, de cette, quête d'équilibre. Oui, ça, et que la vie, elle vaut la peine d'être vécue dans l'instant présent. Ça, c'est ce que m'ont appris les chevaux. Vis ta vie maintenant, quoi. Ici et maintenant, et quand tu vis un truc chouette, oh, ah bah, dis-toi, c'est super chouette. Et si tu as une projection sur, bah, demain, il y a un truc un peu moins bien qui va arriver, c'est pas grave, ça sera demain, on verra. Ça, j'ai appris ça, alors que j'étais pas du tout là-dedans, hein, j'étais tout le temps, dans le passé. Alors ça, c'est à culpabiliser, et tout le temps en projection d'avenir sur ce qui allait me tomber sur le coin de la figure. Et je pense que les chevaux et les animaux me ramènent tout le temps à ce truc, génial de dire: «Ouais, là, c'est maintenant, quoi». Tu vois? Prends plaisir maintenant. Eh bien, on va, terminer cet épisode sur cette belle, conclusion, Sophie. Où est-ce qu'on peut te trouver, tout simplement, si on souhaite, te contacter pour, être accompagné? Eh beh, écoute, on peut me trouver dans la région lyonnaise. J'habite à Francheville, et puis on peut me retrouver sur mon site internet,
qui est dans leregardducheval.fr. Vous pouvez me contacter, il y aura mon adresse mail et mon numéro de téléphone, je pense, sur mon site. Voilà. Évidemment, j'indiquerai tous les détails de ce que tu voudras bien me donner, de tes contacts, dans le détail de l'épisode, comme toujours. Sophie, est-ce que tu as un mot de la fin pour terminer cet épisode? Non, mais je voulais te remercier vraiment de m'avoir donné la parole sur cette expérience de vie que que je vis actuellement. Et voilà, ravie de collaborer avec toi et en plus, je suis ravie parce que j'ai une petite séance avec toi en mars et je l'attends avec impatience. Merci beaucoup, Sophie. Merci à tous pour votre écoute fidèle, comme d'habitude, et pour tous les messages que vous m'envoyez en soutien à ce podcast. Ça fait toujours très, très plaisir et ça motive pour continuer ce beau travail. Et je vous souhaite une belle fin d'été. Au revoir, merci.